Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cours de méthode numérique. Il s'agit pour cette année de problèmes dépendants de temps, ça veut dire des situations où on simule des phénomènes qui sont dynamiques, qui évoluent par rapport au temps, qui ne sont pas statiques. On n'essaie pas de voir une structure, mais on essaie de voir comment ces structures évoluent. Donc c'est un cours de master première année et nous allons commencer ce cours par quelques motivations. Donc, parmi les premiers exemples, bon, malheureusement, l'actualité nous dicte un. Il se trouve que c'est un exemple que je connais depuis un peu plus longtemps que l'actualité. Néanmoins, voilà, on est en plein dedans. Donc, on va parler, pour commencer, de l'équation différentielle ordinaire. On va prendre comme exemple une modélisation en épidémiologie. Qu'est-ce que c'est que les équations différentielles ordinaires? Il s'agit d'un nombre fini de quantités qui évoluent en temps. Et un modèle classique dans ce domaine de l'épidémiologie mathématique, c'est le modèle SIR. Voyons un peu de quoi il s'agit. Donc il y a trois quantités qui varient en fonction du temps. Pourquoi trois? Parce qu'on suppose, c'est une modélisation, la population repartie en trois groupes. Un groupe des gens qui sont susceptibles de contracter une maladie, le groupe des gens infectés et le groupe de gens rétablis ou guéris ou qui sont plus dans la population, etc. pour diverses raisons. On peut faire beaucoup plus compliqué, je reviendrai. Néanmoins, si on s'occupe de l'évolution temporelle de ces trois nombres, on obtient un modèle, le modèle le plus simple, ça veut dire qu'on peut obtenir, c'est celui-là, qui peut s'écrire S' égale moins RSI. Donc on voit que S décroît, le nombre de personnes susceptibles décroît. Pourquoi? Parce qu'ils vont passer peut-être dans la classe infectée ou ils vont rester dans la classe S. Ensuite, I' égale RSI moins AI. En particulier, on voit que ceux qui sont sortis de la classe S entrent dans la classe I. On va discuter la modélisation de manière beaucoup plus fine bientôt. Ça veut dire à la fin de ce chapitre, on va revenir sur la modélisation. Mais là, on avance juste en présentant les grands concepts mathématiques. Et puis, de la classe I, il y a des individus qui peuvent sortir. Et on voit qu'ici, on a prévu cette éventualité parce que les gens guérissent, parce que les gens ne sont plus infectieux. Par exemple, ils ont été mis en quarantaine, donc ils ne peuvent plus infecter les autres, etc. Et donc, plus il y a des gens dans la classe I, plus il y a des gens qui guérissent, par exemple. Alors qu'on a vu tout à l'heure, c'est les gens de la classe, les susceptibles, devenaient infectieux. Bien sûr, plus il y a des susceptibles, plus il y a des infections, et plus il y a des infections, plus il y a des gens qui sont infectés aussi. Donc on voit qu'il y a un terme bilinéaire, c'est S fois I, alors qu'ici c'est juste un terme linéaire. On va discuter qu'est-ce que ça implique du point de vue modélisation. Et puis la classe L récupère tous ceux qui sortent de la classe I, et voilà l'équation R' égale AI. Dans ce modèle, il faut donner des conditions initiales. Les conditions initiales, donc c'est S0, qu'on suppose non nul, I0, qu'on suppose strictement positif. Pourquoi? Parce que si I égale 0, il n'y a plus rien qui se passe, tout le monde ici il est nul, donc il n'y a plus d'évolution. S'il n'y a pas d'infecté, le modèle il ne fait rien puisqu'il n'y a pas d'épidémie. Et puis R0 aussi il est positif ou nul. Et puis on peut raisonner soit en termes de nombre absolu, soit en termes de pourcentage de la population globale. Ici, c'est pourcentage de la population globale, ça veut dire que S0 plus I0 plus R0 égale à 1, parce que les individus sont dans une de ces trois classes et il s'agit des classes exclusives. Les paramètres du modèle sont les petites constantes A et R. Bon, ils portent plein de noms. R parfois aussi s'appelle bêta, c'est le contact entre les susceptibles et les infectés. A, c'est 1 sur A, c'est le taux de guérison, par exemple. Et R et A déterminent le fameux R0, le taux de propagation, qui n'est pas cette constante, mais c'est autre chose. Très bien. Une évolution typique du système.
est donné là-dedans. Et d'ailleurs, je peux faire la pub pour un travail qu'on a fait en 2003 sur le SRAS de l'époque. Donc là, vous retrouvez cette image dans l'article qui est référencé ici. Mais est-ce que c'est la réalité? Nous, déjà, on a vu en France et ailleurs, il y a plusieurs vagues, il y a des complexités. Ça marche pas aussi simple que ça. Et les données ne sont pas toujours au rendez-vous. Et les données peuvent être plus compliquées. Déjà, dans le cas de SARS 2003, nous avons simulé à l'époque qu'est-ce qui se passait à Hong Kong. Et nous avons constaté que le modèle SIR n'était pas bon. Personne ne dit qu'il doit l'être. C'est juste une première approche. Il y a plein d'autres modèles. Et puis, il se trouve qu'à l'époque, le modèle qui nous paraissait le plus proche de la réalité, c'était un modèle un tout petit peu plus compliqué que je vous ai donné ici. Et on voit que finalement, l'adéquation entre modèles, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ici on voit les données le nombre réel d'infectés. On voit qu'il y avait quand même une sorte de vague, une deuxième vague, etc. Voilà, ça c'est hors, le SIR ne peut pas avoir deux vagues par exemple, sauf si R est dépendant du temps, donc on n'est plus en paramètre, etc., etc. Donc on voit déjà la nécessité d'un côté de savoir résoudre ces équations-là, parce que si on ne sait pas les résoudre SIR, on ne sait pas qu'est-ce que le modèle donne. Donc on a besoin d'un côté de savoir résoudre. Donc on va se préoccuper dans ce cours de comment résoudre les équations différentielles ordinaires par des méthodes numériques. Pourquoi par des méthodes numériques? Parce qu'il n'y a pas de solution analytique. Il y a peut-être pour le modèle SIR des approximations très bonnes et puis presque des solutions analytiques à une résolution de racine près. Mais en général, par exemple pour un modèle de ce type-là, figure 1.2, non, il n'y en a pas. On n'a pas de solution analytique, il faut le résoudre numériquement. Parce que autrement, on n'en sait rien, on ne peut pas savoir est-ce que c'est un bon modèle, est-ce que ça va donner des bonnes prévisions, etc. D'ailleurs, tout ce qui concerne les prévisions, il faut en dire des choses. Ça ne s'utilise pas en prévision telle quelle comme ça, sinon ça sort ce que vous avez déjà vu dans la presse, ça veut dire beaucoup de bêtises. C'est pas direct qu'on va utiliser ces prévisions-là. Et donc pour finir, juste pour dire que là, les modèles qu'on a vus tout à l'heure, c'est pas nécessairement les plus compliqués, hein. Il y en a d'autres, donc voilà un travail plus récent qui concerne une question de type sensitisation et voilà la structure de modèle. Donc là, c'est encore plus de classes, encore plus de nombre dépendant du temps qu'il s'agit de simuler. Et donc, pour faire bien ceci, on a besoin de toute une théorie, de savoir quelles sont les méthodes les plus adaptées, de savoir comment on les utilise et quelle est leur précision qu'on peut espérer. Et donc, c'est ça ce qu'on va faire dans le chapitre équations différentielles ordinaires. On va s'arrêter quelques instants et on va parler d'un autre type d'application, qui sont les équations différentielles stochastiques.